Depuis un certain temps déjà, les rapports entre l'Algérie et le Maroc s'enlisent dans une spirale de tension croissante, comme une vieille blessure que l'on refuse de cicatriser. Cette discorde persistante puise ses origines dans un passé aussi dense que sensible, où se mêlent héritage colonial, rivalité géopolitique et souvenir d'un conflit oublié par personne, la fameuse guerre des sables de 1963. À intervalles réguliers, les débats sur les démarcations frontalières ressurgissent tel un refrain politique bien rodé, réveillant de vieux différends que ni le temps ni les discours officiels n'ont su réellement apaiser. Dans les coulisses des tensions maghrébines, un vieux chapitre refait surface, celui des vieilles cartes françaises et des lignes tracées à la règle le long de l'Oued Moulouya. Des politiciens et analystes, jamais à court d'archives poussiéreuses, remettent au goût du jour les récits frontaliers de l'époque coloniale, terrain miné s'il en est entre Rabat et Alger. Du côté algérien, la ligne officielle ne vacille pas, les frontières dessinées sous l'Empire doivent rester telles quelles adoubées par le droit international et validées par l'ONU. Mais en parallèle, certains médias d'Alger pointent du doigt des figures marocaines accusées de vouloir, à coups de tweets bien placés et de déclarations savamment ambiguës, dépoussiérer l'affaire en douce. Dans l'imaginaire politique du Maghreb, la guerre des sables reste une balise incontournable, un épisode chargé de symboles qui continue de peser sur la relation fragile entre Alger et Rabat. Beaucoup d'analystes en Algérie soulignent que ce conflit a laissé une empreinte durable nourrie à l'époque par une pluie d'accusations réciproques, ambition territoriale, d'un côté opportunisme face à la vulnérabilité de jeunes États de l'autre. Les commentateurs actuels ne s'accordent pas tous sur son interprétation. Certains rappellent qu'Alger avait réagi à ce qu'elle jugeait être un franchissement de ligne inadmissible, tandis que d'autres préfèrent replacer l'affrontement dans un tableau plus vaste où les faiblesses institutionnelles et les secousses géopolitiques des années 60 formaient un cocktail explosif. À chaque rebondissement politique ou effervescence médiatique, une vieille rengaine revient sur le tapis. Faut-il oui ou non rouvrir les frontières et rétablir les liens diplomatiques entre Rabat et Alger? L'idée ressurgit périodiquement portée par des rumeurs de coulisses évoquant un mystérieux dossier algérien envoyé aux Nations Unies, truffé de propositions censées déverrouiller les tensions. Sauf que comme souvent, rien n'est officiel et les canaux diplomatiques restent silencieux, laissant planer le doute. Pendant ce temps, sur la toile, le débat fait rage. Tandis que certains internautes réclament un apaisement, d'autres hurlent à l'absurdité de relancer le dialogue dans un contexte qu'ils jugent toujours toxique. Et pour ne rien arranger, une nouvelle fonctionnalité lancée sur la plateforme X ex-Twitter a mis le feu aux poudres. Elle permet désormais de disséquer les interactions et de scruter la crédibilité des comptes. Résultat. Un joyeux chaos numérique entre soupçons de manipulation et révélations en cascade. Selon certains médias algériens, la nouvelle fonctionnalité de X aurait levé le voile sur un réseau de comptes prétendument indépendants, qui étrangement chantent tous la même chanson dès qu'il s'agit du Sahara occidental ou des rapports Algérie-Maroc, un copier-coller d'opinion, au point que des analystes y voient des indices d'une manœuvre orchestrée. Pourtant, d'autres relativisent sur les réseaux les discours en boucle, ce n'est pas nouveau. Parfois, la redondance n'est qu'un effet de mode algorithmique, pas une preuve de stratégie en coulisses. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Cette mini-tempête numérique a ravivé un débat bien plus large en Algérie, celui de la cybersécurité et de la vigilance face aux intox informationnels. Plusieurs journalistes s'alarment d'un désordre numérique croissant des pages populaires qui avaient attiré les foules en un clin d'œil, se retrouvent subitement bloquées, dénoncées en masse,
voire supprimée. Certains y voient une tentative d'étouffer un contenu national un peu trop dérangeant. D'autres plaident la routine des plateformes souvent guidées par des signalements automatiques ou des règles techniques opaques. Sur un autre front, un nouveau débat s'est invité dans l'arène régionale. Doit-on rouvrir les frontières terrestres gelées depuis 1994 ? Ces dernières semaines, les médias ont fait circuler une initiative signée par le Forum maghrébin pour le dialogue, un collectif citoyen rassemblant des figures venues des 4 coins du Maghreb. Leur idée : mettre autour de la même table la Mauritanie, la Tunisie, l'Algérie et la Libye pour tenter de réconcilier Alger et Rabat avec en ligne de mire un retour progressif aux relations diplomatiques et la reprise des échanges humains entre les deux peuples. Ce projet, selon les déclarations reprises par plusieurs journaux de la région, se veut ni trop partisan ni naïvement neutre, une sorte de funambule politique en quête d'équilibre dans une zone minée par les tensions. Pour les organisateurs, rouvrir les frontières et relancer l'économie transfrontalière serait une clé essentielle pour rebâtir un minimum de confiance et stabiliser le paysage maghrébin. Il rappelle que l'impasse actuelle plombe toute tentative d'intégration régionale. Côté algérien, la position reste rigide, rien ne bougera sans une révision sérieuse des éléments ayant mené à la rupture de 2021, menaces sécuritaires et intérêts stratégiques, martèle-t-on à Alger, restent des lignes rouges non négociables. Alors que les tensions régionales suivaient déjà un tempo bien chargé, voilà que le dossier explosif du Sahara occidental fait son grand retour sous les projecteurs. Cette fois, c'est Antonio Guterres, patron des Nations Unies, qui relance la machine en apportant son appui à Staffan de Mistura, son émissaire personnel chargé de tenter l'impossible, réunir les protagonistes autour d'une table sans préalable, dans le respect des fameuses résolutions du Conseil de sécurité. Dans la foulée, Brahim Ghali, figure de proue du Front Polisario, a réaffirmé haut et fort ce que les Sahraouis martèlent depuis des années. Pour eux, cette affaire reste aux yeux de l'ONU le dernier chantier de décolonisation en Afrique. Et pas question de tourner la page sans un vrai référendum d'autodétermination. De leur côté, les autorités marocaines campent sur leur ligne rouge, pas de solution, en dehors du plan d'autonomie proposé en 2007, qu'elles jugent à ce jour comme la seule option crédible et durable. Toute autre approche irrecevable. Au milieu de cette cacophonie diplomatique, les réseaux sociaux deviennent l'arène où s'affrontent espoir et rancœur. D'un côté, des citoyens, algériens comme marocains, multiplient les appels sincères à la réouverture des frontières, au retour des liens familiaux et à la relance des échanges commerciaux. De l'autre, des voix plus acerbes désignent sans détour l'autre camp comme principal responsable de l'impasse actuelle. Une polarisation bien installée, où le débat vire souvent au règlement de compte numérique. Les experts, eux, prennent du recul pour nombre d'entre eux. Le silence radio entre les gouvernements couplé à la complexité explosive du dossier sahraoui bloque tout scénario de réconciliation immédiate. Et les conséquences dépassent largement la simple dispute bilatérale. Le Maghreb, tout entier, en paie le prix, frein économique, tension sociale. Et surtout cette vieille ambition d'unifier la région qui reste figée dans les limbes prisonnières de querelles tenaces entre voisins. Selon les spécialistes, tout espoir de réconciliation digne de ce nom ne pourra émerger que si l'on cesse de traiter les crises à la pièce. Il faudrait une approche globale, une sorte de stratégie d'ensemble qui aborde de front les dimensions sécuritaires, politiques et médiatiques. Et surtout ouvrir des canaux de dialogue fiables, capables de faire baisser peu à peu la pression. Le tout bien sûr à condition que les deux camps affichent une vraie volonté de sortir du blocage, et pourquoi pas avec le coup de pouce d'organisations régionales ou internationales prêtes à jouer les médiateurs. Pendant ce temps, les médias, eux, préfèrent s'attarder sur les frictions, les clashs,
les déclarations enflammées. Mais du côté des intellectuels et diplomates, on milite pour une nuance fondamentale, ne pas confondre les régimes politiques avec les peuples. Car entre Algériens et Marocains, il y a un terreau commun historique, culturel, géographique, qui ne demande qu'à être cultivé si les bonnes conditions sont réunies. Certains signaux venus du Sahel ou de la Méditerranée pourraient d'ailleurs à terme forcer une relecture du face-à-face entre les deux pays. Mais pour l'instant, rien n'indique un tournant décisif. Le climat reste tendu, l'apaisement semble hors de portée et la communauté internationale en mode veille stratégique observe la scène avec prudence, craignant tout débordement de plus. En attendant que les grands décideurs trouvent enfin la sortie de ce labyrinthe diplomatique, le débat lui continue de bouillonner aussi bien dans les couloirs du pouvoir que sur les fils de discussion en ligne. Tout le monde y va de sa théorie. Certains croient aux vertus des initiatives citoyennes, d'autres misent sur les médiations régionales pour tenter un rapprochement même timide entre l'Algérie et le Maroc. Mais derrière cette effervescence, une vérité s'impose. Comprendre les dynamiques actuelles exige un regard patient nuancé, capable de décrypter ces microsignes, souvent invisibles, qui révèlent les mutations profondes de nos sociétés. Car à bien y regarder, rien n'existe en vase clos. Chaque tension, chaque évolution est le résultat d'un enchevêtrement complexe de causes croisées, de contextes superposés, de relations d'influence à plusieurs niveaux. C'est justement cette complexité fascinante et fragile à la fois qui donne à notre époque sa singularité. Et c'est face à ce brouillard d'interconnexion qu'on est appelé à faire preuve de lucidité d'esprit critique et surtout d'ouverture vers un futur que personne ne peut prédire, mais que chacun peut contribuer à façonner. En prenant un pas de recul et en revisitant l'ensemble du chemin parcouru, on réalise à quel point les problématiques soulevées dépassent de loin les simples cases académiques. Elles débordent sur tous les terrains, à la fois l'économie, la culture, le psychisme collectif, les rouages du pouvoir, les avancées technologiques, jusqu'à remettre en question nos repères les plus profonds, notre lien au monde, à autrui et à nous-mêmes. Loin d'apporter un point final, cette réflexion veut surtout ouvrir une brèche, un espace fertile, où l'analyse ne s'arrête pas à ce qui est dit, mais continue à germer à partir de ce qui a été exploré. Car, à travers chaque sujet évoqué, une même impression se dégage, nous traversons une époque de bascule, où les repères vacillent, où le réel se redessine sous nos yeux, et où les anciens cadres explosent souvent sans prévenir. Cette course permanente, qu'elle soit numérique, sociale ou mentale, nous entraîne dans une spirale où se croisent promesses d'innovation et fatigue existentielle. Entre emballement et vertige, l'humanité tente tant bien que mal de rester en équilibre. Et c'est justement là que tout se joue, savoir garder une boussole intérieure, un fil rouge de sens, face à un monde en mutation constante et imprévisible. L'humain aujourd'hui avance à tâtons au carrefour d'innombrables directions. Il oscille entre deux élans contraires, d'un côté la tentation rassurante de tout simplifier à l'excès de lisser la complexité à coups de slogans, de l'autre une poussée plus exigeante, celle d'aller creuser, comprendre en profondeur sa place dans un monde devenu labyrinthique. Ce tiraillement révèle une chose, les réponses solides, celles qui tiennent la route dans la durée, ne se trouvent jamais dans les raccourcis militants ou les réflexes superficiels. Elles naissent d'un travail acharné, patient, presque artisanal, pour percer les mécanismes profonds qui façonnent nos façons d'agir collectivement comme individuellement. Car c'est en scrutant le réel avec attention qu'on découvre cette vérité simple mais redoutable, rien ne bouge à l'extérieur sans que quelque chose ne se transforme à l'intérieur.
Ce va-et-vient entre l'intime et le collectif, entre le moi et les systèmes qui nous enveloppent, c'est la charpente invisible qui permet d'affronter les tempêtes de demain. Aucun changement sociétal digne de ce nom ne peut se produire si les individus ne font pas chacun à leur échelle un vrai travail de lucidité, de discernement et de responsabilité. Ce chemin-là est long, semé d'inconfort, mais c'est le seul qui évite que nos sociétés ne s'égarent dans des impasses où plus personne ne se comprend. En reprenant tous les fils de réflexion tissés jusque-là, une chose devient limpide. Le véritable défi ne consiste pas uniquement à pointer du doigt ce qui ne fonctionne plus, mais bien à inventer collectivement des pistes nouvelles qui soient à la fois audacieuses, concrètes et profondément humaines. Ce n'est qu'en assumant nos limites, en faisant face à nos paradoxes et à nos zones d'ombre qu'on pourra mieux révéler ce qui nous unit, ce qui nous élève et ce qui donne du sens à l'avenir que nous prétendons bâtir. Être lucide, ce n'est pas sombrer dans le cynisme. La clarté d'esprit n'a de valeur que si elle nous ouvre la voie vers une espérance lucide. Un optimisme sans naïveté qui reconnaît les obstacles, mais refuse de s'y enliser. Et peut-être que l'une des leçons les plus précieuses de cette traversée intellectuelle, c'est celle-ci, dans un monde saturé de raccourcis, de polarisation et de certitudes éclairs, la nuance devient un acte de résistance, une preuve de maturité, une boussole. À l'ère de l'instantané des opinions tranchées et des camps bien définis, prendre le temps d'explorer les nuances devient un geste presque révolutionnaire. C'est choisir en pleine tempête de ralentir, d'écouter les silences entre les cris, de chercher la vérité dans les zones grises. La nuance, loin d'être un signe de faiblesse, révèle au contraire une intelligence aboutie, une capacité rare à embrasser la complexité humaine sans céder à la tentation des raccourcis confortables. C'est elle qui nous permet de tisser des ponts entre des idées a priori irréconciliables, de reconnaître la légitimité des désaccords et surtout d'éviter les murs idéologiques où tout débat finit par s'éteindre. En cultivant cette posture, on transforme les tensions en conversation, les doutes en terrain d'invention et l'ambiguïté en source de richesse intellectuelle. Mais toute cette dynamique n'a de sens que si l'on y injecte une conscience éthique. Car au bout du compte, chaque pas que nous faisons individuellement ou collectivement charrie un poids moral, celui de contribuer soit à la construction d'un monde plus juste, soit à l'érosion de ce qui le rend habitable. Placer l'éthique au centre de nos actions. Ce n'est pas une option morale abstraite, c'est une nécessité vitale. C'est elle qui préserve le socle invisible, mais essentiel de toute société. Le respect mutuel, la justice partagée, la dignité inaliénable. Mais attention, cette responsabilité n'est pas un poids qu'on subit. Au contraire, c'est une opportunité précieuse. Un pouvoir silencieux à la portée de chacun d'influencer le monde même à petite échelle, dans le sens d'un avenir plus juste, plus solidaire, plus éclairé. Adopter une conscience éthique, ce n'est pas se priver de liberté, c'est donner un sens plus profond à chaque geste. C'est choisir de mettre la créativité au service de tous, de faire de la solidarité une force d'action et de répondre à l'indifférence ambiante par un engagement actif pour le bien commun. Et quand on regarde le chemin qui s'étend devant nous, on comprend vite qu'il ne sera ni simple ni droit, ni sans embûches. Il exigera de la ténacité, une lucidité constante et surtout cette foi discrète mais puissante en notre capacité collective à imaginer, à bâtir, à avancer ensemble. L'histoire nous l'a déjà prouvé, les moments de bascule, aussi chaotiques soient-ils, sont souvent les creusets où naissent les plus grandes percées et les visions les plus courageuses. Nous sommes à l'aube d'un de ces tournants historiques qui ne laissent personne indifférent. Le choix est entre nos mains. Allons-nous reculer par crainte ou par fatigue, ou saisir cette période comme une rampe de lancement
vers quelque chose de neuf, de plus audacieux. Ce qui ressort de tout ce qui a été partagé, c'est une évidence simple, l'avenir n'est pas figé. Il reste à écrire, à façonner, et tout dépend de la manière dont nous choisissons d'agir maintenant ici et ensemble. Cette conclusion n'est donc pas une fin en soi, mais une invitation à ouvrir des perspectives, à semer des graines. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la compréhension du monde ne s'achève jamais. Elle évolue sans cesse, nourrie par nos essais, nos échecs, nos échanges. Chaque époque arrive avec son lot d'obstacles, mais aussi avec les moyens pour les surmonter. Et la nôtre, avec sa richesse technologique et humaine, n'échappe pas à cette règle. Nous avons les cartes en main pour inventer des futurs plus responsables, plus justes, plus vivables, à condition d'oser penser autrement et de bâtir ensemble des ponts, là où hier il n'y avait que des murs. Ce qui compte vraiment au bout du compte, ce n'est pas seulement d'avoir du potentiel, c'est de savoir l'activer avec justesse, avec du cran et avec ce sens du devoir qui transforme les intentions en action. Si cette conclusion vous semble longue, ce n'est pas par accident. Elle essaie de faire honneur à la richesse, à la complexité et à la profondeur de tout ce qui a été abordé. Il ne s'agit pas ici de livrer une vérité figée, mais plutôt de poser des balises, de tracer un chemin que chacun pourra suivre à son rythme, en quête de sens d'engagement et de contribution à quelque chose de plus grand que soi. Le futur, ce n'est pas un décor déjà peint, c'est un appel. Un appel à rester vigilant, sans sombrer dans la paranoïa, à garder foi, sans tomber dans la naïveté. Et c'est entre ces deux pôles que se joue notre boussole collective. Si cette dernière page peut servir de souffle, de tremplin, ou même de point de départ pour d'autres explorations, alors le pari est gagné. Continuez à chercher, à questionner, à créer, avec exigence, avec curiosité, et avec ce feu intérieur qui vous pousse à faire mieux. Toujours, on y va, Aya.